Marianne Chaillan. Elle est philosophe et spécialiste de pop culture. Mais très bien, et vous? Ben super, on vous attendait justement pour parler d'amour. Vous êtes philosophe spécialiste de la pop culture. Votre livre « À la folie », passionnément aux éditions des Équateurs, il questionne notre rapport à l'amour, au désir, mais aussi à la passion, bref, tout ce qui nous fait vraiment tourner la tête, ce qui nous rend un petit peu fous. Et on se demandait, surtout de prime abord, pourquoi la rencontre amoureuse, c'est un peu indépassable. Pourquoi elle nous bouleverse tant ? Pourquoi elle nous bouleverse? Parce que déjà, elle vient nous déplacer complètement. Je ne sais pas ceux qui ont vécu une rencontre amoureuse ici. Si c'est une véritable rencontre, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas, qui vient nous percuter, qui vient nous déplacer. On avait un scénario peut-être pour notre existence et voilà que tout éclate lorsque surgit l'autre. Ce qu'on ne sait pas encore de vous, c'est que vous êtes enseignante et que vous enseignez la philosophie de manière assez géniale à Marseille auprès d'étudiants. Et quand vous leur avez dit que le prochain sujet que vous allez étudier, c'était l'amour et le désir, là... Tout le monde s'est un petit peu redressé, s'est intéressé en tout cas au sujet. Oui, c'est sûr, il y a des thèmes qui plaisent moins, des notions scientifiques, la raison et le réel, ça fait moins rêver que quand on dit on va faire le cours sur le désir. Et pourtant, ils sont immédiatement cassés dans leur enthousiasme parce que la plupart des philosophes, c'est très étonnant, mais nous disent que l'amour, c'est presque comme Ebola, quoi. Dire « je suis tombé amoureux », c'est une nouvelle terrible. C'est avoir contracté une maladie gravissime. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que les philosophes ont raison de nous mettre en garde et de nous dire que tomber amoureux, c'est un risque terrible qu'il faut peut-être ne pas courir ? Ou est-ce que, qui vivrait sans cette folie ne serait pas si sage qu'il croit ? C'est ça, parce qu'on a beau se dire que c'est dangereux, on a des applis aujourd'hui pour se rencontrer, on pense qu'à ça, on dirait qu'on est complètement obsédé par l'amour et que voir une existence sans amour, c'est pas une existence franchement réussie. Alors pourquoi on est à ce point obsédé comme ça ? Je crois qu'on a raison, non ? Être amoureux, c'est ce qui fait le sel de la vie, c'est ce qui nous fait nous sentir plus vivants, plus intensément vivants, c'est vrai. Mais vous parliez des applis de rencontre, est-ce que c'est pas Est-ce que finalement, c'est pas une imposture, cette affaire-là ? Parce que je sais que ça marche parfois. Mes élèves me disent ça marche, mais ces applis, ça repose quand même sur l'idée qu'il y aurait des critères du désirable, de la rencontre, et qu'on pourrait, en fonction de critères rationnels, prévisibles par avance, faire des bons matchs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça vole le coup. Mais je souris parce que oui, il y a des critères en amour, non? Ah oui, mais non, mais justement, j'ai l'impression que c'est ça le problème. Tellement qu'il y a de critères, on n'arrive pas à trouver la bonne personne, en fait, parce qu'on attend d'elle qu'elle soit parfaite sur tellement d'aspects, en fait. Mais c'est marrant, parce que souvent, quand j'en parle à mes élèves, ils me disent « Mais si, moi j'ai des critères », et j'avais même une élève qui m'avait dit « Moi, quand je tomberai amoureuse, il faut qu'il soit brun, barbu et corse ». C'était très précis. Je m'étais dit, mince alors, s'il vient de Paris, ça marche pas. Non, Corse. Ouais. Et l'affaire des critères, moi je trouve que on voit bien que ça marche pas parce que ça nous est tous arrivé, non, que quelqu'un remplisse toute la liste et pourtant on n'a rien. Et à l'inverse, on rencontre quelqu'un qui n'a aucun des critères qu'on aurait pu dire par avance. Et c'est plus fort que nous, notre cœur est appelé dans l'affaire. Et c'est pour ça, quelque chose quand même de particulier dans le fait que vous dites que l'amour surgit. Oui. Comme ça surgit, c'est que vous ne croyez pas du tout au fait d'être proactif, de rechercher. Intéressant, très bonne question. Eh bien, merci, merci d'avoir validé ma question. Très bonne validation de questions. Merci. C'est qu'il est corse. Brun, barbu, corse, je sais pas. Non, je suis pas corse. Non, je crois... Non, en effet, je pense que... Alors, c'est pour le meilleur et pour le pire, effectivement, la volonté n'entre en rien dans l'affaire. Ça nous tombe dessus. D'ailleurs, on tombe amoureux. Okay. Faut que ça surgisse, quoi. Ça surgit. Vous critiquez pas mal, Marianne, les émissions de télé-réalité, notamment Mariée au premier regard, des choses comme ça, qui organisent des rencontres. Ça procède de la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer la rencontre idéale. D'emblée, c'est faux. Je crois pas. Et alors, justement, quand je dis ça en cours, il y a des élèves qui me disent non, mais ça marche. La preuve, mes parents se sont rencontrés, peut-être pas dans l'émission, mais dans des trucs comme ça. Et oui, ça peut marcher. Je dis pas que ça peut marcher, mais je pense que si ça marche, c'est une question de pur hasard. C'est-à-dire que c'est pas du tout lié au bon travail de la production qui aurait bien fait des recherches de profil. C'est juste que les deux étant réunis, c'est produit cette alchimie miraculeuse et inexplicable qui est le phénomène amoureux. Alors, c'est l'amour par hasard un peu, j'ai l'impression. Oui. On se balade et bam. Oui, et donc alors pas d'effort, rien du tout. Non. C'est super. Et alors, je trouve que c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. Bonne, parce que c'est pas une affaire de critères, c'est très libérateur, parce que je sais pas vous, mais les critères, ça peut être une contrainte pour soi. On va essayer à tout prix de ressembler aux critères du désirable. Bonne nouvelle, Cupidon tire à l'aveugle. Et si on ne fait pas l'objet d'un désir fou, c'est pas qu'on est moins désirable qu'un autre, c'est le hasard. La mauvaise nouvelle,
c'est que ça peut être hyper effrayant parce que du coup, on n'a pas les clés qui pourraient maintenir l'autre amoureux. C'est-à-dire que si c'est une affaire de hasard, s'il n'y a pas de recette, s'il n'y a pas de critères, alors on ne sait pas comment faire durer la chose. Un petit bémol quand même, vous dites, tout ça est assez déterminé quand même par notre éducation, notre entourage. On nous indique un petit peu ce qui est désirable ou non. C'est vrai ça ou pas? Oui, et il faut s'en émanciper, je crois, pour entendre la voix de son propre désir. C'est vrai que pour aimer, il faut être autorisé par la société, la famille, qui peut porter un regard vraiment désapprobateur sur le désir. Et il faut soi-même s'émanciper de ce regard qu'on a intériorisé bien souvent et pour oser. En fait, je crois que le désir, c'est une affaire d'oser, de prendre un pari fou. Et je ne sais pas, chacun a à répondre ici, quel genre d'existence vous voulez engager. Voilà, est-ce que vous voulez faire ce pari? Est-ce que vous voulez rentrer au casino de l'amour au risque de tout perdre? Freddy Gladieux, il veut rentrer au casino de l'amour? Oh, bah... Il a déjà gagné depuis longtemps. Oui, je suis déjà rentré au casino, j'ai eu le jackpot. Oh, c'est beau. Oh, c'est mignon. T'as vu les efforts que je fais? Attention. Relève ça. Marianne, vous citez donc plusieurs films, plusieurs séries, et nous, on a eu envie de vous soumettre quelques extraits, notamment celui du film Love Actually, où, quel que soit notre âge, on le voit, on est souvent plutôt dépourvus devant l'amour. La vérité, c'est que... En fait, je suis amoureux. Je te demande pardon? Je sais que je devrais penser à maman tout le temps, et j'y pense, mais ça n'empêche que je suis amoureux. Même avant qu'elle meure, j'étais déjà amoureux, j'y peux rien. Attends, t'es pas un peu jeune pour être amoureux? Non? Oh, bien. Bon. Franchement, Samuel, je me sens soulagé. Pourquoi? Et parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Plus grave que l'intolérable souffrance d'être amoureux? Oh. Bah oui, c'est un point de vue. Oui, c'est une souffrance. On a l'impression, Marianne Chaillon, que toujours à un moment, quand on est amoureux, ça rime un peu avec la déprime, quand même. Hélas, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que certains, d'ailleurs, qui disent « moi, je veux pas tomber amoureux », c'est parce qu'ils disent « si je tombe amoureux, je m'expose à la souffrance ». Oui, c'est vrai, on va pas mentir. Hein. D'ailleurs, le père, là, vient de perdre sa femme, il souffre énormément, lui, il souffre aussi. Oui, ça fait partie du jeu de l'amour, la souffrance, mais aussi la joie. Et je crois qu'on ne peut pas connaître... Enfin, c'est comme une pièce de monnaie, hein. On ne peut pas avoir le côté pile sans avoir le côté face. Et il faut accepter que ça fait partie du jeu. Et que ça fait grandir aussi, souvent, finalement. Même après une rupture, généralement, ça on va peut nous faire changer, grandir, ça nous apprend des choses. Tout à fait, ça peut nous terrasser. Et c'est vraiment la question, vous avez eu le jackpot au casino, tant mieux, mais certains d'entre nous vont perdre. Et, non, mais c'est vrai, et il faut... Il y en a pas mal, hein, Salif fait les gros yeux, donc je pense qu'elle doit avoir quelques doses. Non, mais voilà, bon, il faut l'accepter, on peut en sortir grandi, on peut en sortir complètement déconstruit, mais on aura vécu. Et c'est l'expérience de la vie, en fait. C'est ça, parce qu'on ne dit pas tout le temps, mais la rupture amoureuse, ça occasionne, c'est presque un deuil, quoi. Parfois, les gens souffrent tellement, ça fait en même beaucoup temps, de mal. je trouve que c'est très beau parce que c'est dans la rupture qu'on ressent le plus l'amour qu'on avait pour l'autre. Donc c'est à ce moment-là qu'on le ressent le plus intensément. Donc pour moi, je trouve que c'est même quasiment plus intéressant en termes d'amour, le moment de la rupture, que le moment de l'effervescence, de l'euphorie. Est-ce que la rupture, c'est pas le plus intéressant? Moi, c'est ce que tu allais dire. Moi, j'attends vraiment que les gens soient bien et bam, c'est mon... C'est mon truc, ouais. Autre élément moins agréable, indissociable aussi de la passion amoureuse, c'est la non-réciprocité. C'est ce qu'on appelle, dans le langage commun, le râteau. Okay. Ça arrive souvent. Et on voulait vous montrer un petit extrait de Sex Education. J'ai passé une bonne soirée. Tant mieux. Alors, bonne nuit, Otis. Bonne nuit, Ruby. Je t'aime. Oh, c'est gentil. Alors, bonne nuit. On est très attristés. Les râteaux comme ça vous... C'est honnête. Ça vous parle? C'est vrai. Trop de mauvais souvenirs. On peut pas répondre je t'aime alors qu'on n'est pas amoureux, on est d'accord là-dessus. Merci, c'est gentil, c'est un peu dur. Qu'est-ce qu'il devait dire à ce moment-là? Ah non, c'est très bien. Non, mais vous avez raison. Au moins, c'est honnête, c'est douloureux, mais c'est honnête. Alors, c'est un peu loin, je l'ai vu, j'ai adoré cette série. Je trouve qu'elle est hyper libératrice, elle transmet beaucoup de choses très intéressantes.
Mais il me semble que s'il lui dit pas je t'aime, c'est pas par pudeur, on est d'accord, c'est parce qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas réciproque. C'est pour ça. Dans ce cas-là, c'est mieux d'être honnête. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout honnête, puisqu'il a juste dit merci, c'est gentil. Il n'a pas parlé de ses émotions. Il aurait pu dire je n'ai pas les mêmes émotions que tu as pour moi, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Elle a ouvert son cœur, elle l'a mis sur la table. Et lui, il a dit c'est très sympa. Il très n'était pas sympa, à cette merci. étape-là. C'était peut-être pas le moment. Marianne Chaillot, alors le râteau, est-ce que c'est l'échec de l'amour ou est-ce que justement ça peut nourrir l'amour, le fait de ne pas être satisfait ou d'être rejeté même? Alors là... Sans être un psychopathe. Alors, je ne sais pas pour le fait d'être rejeté, mais clairement, vous dites une dimension essentielle du désir qui est la définition de Platon, que le désir naît du manque de l'autre. Et c'est parce que justement, je n'obtiens pas l'objet de mon désir, que je ne le possède pas, que je le désire d'autant plus. C'est là qu'on a un problème. Et cette définition, oui, elle est un peu terrible, parce que si le désir vient du manque, est-ce que vous voyez le problème? C'est que si je possède l'objet du désir, j'en manque plus. Donc, je désire plus. Mais du coup, ça veut dire que soit j'ai pas l'objet et je souffre, parce que je l'ai pas, soit je le possède et je m'ennuie. Parce que j'en manque plus, donc je le désire plus. Et donc, certains philosophes nous disent, vous voyez, le désir, ça vous condamne, soit à la souffrance, soit à l'ennui. Donc c'est forcément décevant. Laissez tomber. Est-ce que Platon est mort avant de donner la soluce ou On disait, à la fin, l'amour, c'est souvent décevant, mais vous, d'un point de vue personnel, dans votre livre, vous faites quand même le pari de la passion. Vous vous dites quand même, on peut pas faire notre deuil, on peut pas y renoncer comme ça, c'est pas possible. En tout cas, dans le livre, je juge pas du tout tous ceux qui diraient bon, tout ça c'est une illusion, tout ça c'est trop fou pour moi, je préfère une existence plus tranquille. Vous leur donnez même la parole. Tant mieux, hein. Mais il est vrai que pour le meilleur et pour le pire, pour moi, j'ai jamais pu m'empêcher de faire le choix de la passion. Et on vous suit, Marianne Chaillot. Merci beaucoup.